parler de l'influence de la conscience collective sur l'individu. Il n'est pas facile de saisir cet aspect de la réalité qui va à l'encontre des croyances populaires. Nous avons tous une forte tendance à croire que notre conscience est le produit de notre volonté individuelle et nous ne sommes pas enclins à accepter le fait que nous sommes influencés par notre lien avec le collectif. Alors pourriez-vous nous aider à clarifier comment l'influence collective se met en place en nous et quelles en sont les conséquences dans notre vie de tous les jours? Oui. La conscience collective, ce que j'appelle la conscience collective, ou l'autorité collective, a une très grande influence sur l'individu. Les individus ne savent pas ou ignorent cet aspect-là, peuvent en avoir une petite idée, mais en gros, l'influence de la conscience collective influence l'individu à peu près 90%. Autrement dit, il y a un petit 10% de sa propre volonté. L'individu fait toujours référence à l'autorité collective ou à la conscience collective. Il y a toujours du jugement collectif, etc., etc., etc. Dans ses actions. Autrement dit, sa volonté dépend du jugement collectif, de ce qui se passe ou des influences collectives. Il y a très peu de volonté individuelle, très peu de manifestations. Alors, l'individu n'est pas habitué, l'homme en général n'est pas habitué à être dans sa propre volonté. Non seulement à travers l'influence collective, mais à travers l'influence de ses programmes ou des programmes, ou de certains automatismes en lui. Alors, la manifestation de sa propre volonté est très minime, pour ne pas dire inexistante. Alors, tant qu'un individu ignore cet aspect de la réalité, il ne peut pas évoluer. Parce qu'il est prisonnier d'une conscience, ce qu'on appelle une conscience involutive. Autrement dit, qui l'empêche d'évoluer. C'est seulement quand il est au point zéro de cette expérience involutive-là qu'il peut commencer à évoluer. Et le point zéro, c'est un point où il réalise son ignorance. Il réalise à quel point il ne sait pas qu'il lui manque quelque chose. Il ne sait pas comment ça fonctionne. Et il réalise qu'il lui manque quelque chose, mais il ne sait pas qu'est-ce qui lui manque. Mais il est en mesure d'intuiter ou de le savoir dans un sens. À ce moment-là, ça le met dans une position d'ouverture à autre chose, à une autre réalité. Mais tant qu'il n'est pas dans cette position, il va avoir beaucoup de résistance parce qu'il ne le sait pas. Il est désinformé sur la réalité collective, par exemple, ou la réalité de sa volonté, ou de son manque de volonté, ou de son manque d'expérience de sa propre volonté. Alors, qu'est-ce qui lie en fait l'individu avec le collectif? Il est lié au collectif à travers son insécurité. Très jeune, il troque son individualité pour l'autorité collective. À cause de son insécurité, à cause qu'il ne peut pas survivre seul, à cet âge-là en tout cas, et il troque le peu d'autorité qu'il a pour l'autorité collective des parents, par exemple, ou de l'environnement dans lequel il vit. Alors, il le fait par insécurité, c'est évident, c'est normal. Mais ce qui est anormal, c'est qu'il continue à vivre la même chose, la même insécurité, lorsqu'il est adulte. Lorsqu'il a toutes les facultés de développer pour survivre plus facilement, il demeure avec ce contrat, si vous voulez, qu'il a signé avec le collectif,
avec l'autorité collective, mais qu'il ignore, il ne s'en rappelle plus. Voyez-vous? Même lorsqu'il est jeune, très jeune, il n'est pas conscient du contrat. Voyez-vous? Il le signe facilement pour se sécuriser. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, c'est là que ça commence le lien avec le collectif qui est dans son environnement. Si le collectif était ajusté à la réalité systémique, à ce moment-là, les parents ou le collectif supporteraient le développement de l'individualité de l'enfant et de l'adolescent, de l'adulte, finalement. Mais le collectif, l'autorité collective actuelle, ne supporte pas l'individu, elle supporte le collectif contre l'individu. Ça devrait servir à l'individu, en fait, mais ça le dessert. Parce qu'il y a ignorance du phénomène, du système, finalement. Alors, l'individu est prisonnier de cette conscience collective-là, ou de l'influence de cette conscience collective, et il ne peut pas s'en libérer tant qu'il ne réalise pas le poteau rose. Alors, est-ce que le contrat dont vous parliez de l'enfant face à la conscience collective, c'est un petit peu le fait que l'enfant veuille faire plaisir à ses parents, par exemple, pour se sentir aimé, protégé? Ouais, ça peut se développer dans ce sens-là, mais à la base, c'est par insécurité. Autrement dit, il accepte l'autorité de ses parents pour la sécurité que lui donnent ses parents. Quelle sécurité? Ça va le maintenir en vie. Autrement dit, s'il est rejeté complètement par les parents, s'il est laissé à lui-même, il ne survivra pas, il le sait instinctivement. C'est puissant, ça. C'est un instinct de survie. Alors, il va troquer son individualité ou son autorité pour l'autorité collective. Mais il ne sait pas dans quoi il s'embarque, lui-là. S'il s'embarquait dans le sens que ses parents seraient ajustés à la réalité systémique, c'est différent. Là, le collectif supporterait, comme j'expliquais, le développement de son individualité, mais c'est pas ça qui se passe. C'est le support de l'influence collective qui est prioritaire. C'est ça qui n'est pas ajusté au système. Et chaque individu qui est assujetti à l'influence collective supporte l'influence, malgré lui, inconsciemment, l'influence collective. Ouais. Alors c'est intéressant parce qu'on a cette sensation que si une personne est très individualisée, de manière naturelle, elle va se rebeller contre le système qui est en place. Donc il y a un petit peu cette tendance à croire que plus une personne s'individualise, plus elle est dangereuse un peu pour le groupe. Ouais, est-ce que c'est ça qui fait que ça maintient un petit peu cette condition? Oui, parce que habituellement, l'individu qui n'est pas conscient, s'il se rebelle, puis il y en a beaucoup qui se rebellent, justement, s'il y a une rébellion à cause d'une injustice quelconque, habituellement, ça touche toujours à l'injustice ou une très grande sensibilité à l'injustice. À ce moment-là, ben, il va aller à l'encontre complètement, il va être antisocial, presque. Puis là, ben, ça crée une guerre entre les deux, là. Là, il est tout seul contre le collectif. Il va avoir des comportements particuliers, là. Exagérés, polarisés, justement. Mais derrière ça, il est poussé, il est influencé par sa nature profonde, ou la nature profonde qu'il a de s'individualiser. Voyez-vous? D'être dans sa propre autorité. Une personne qui se rebelle comme ça, il se rebelle parce qu'il veut, inconsciemment, il veut être dans sa propre autorité. Il en a ras-le-bol du collectif ou de l'autorité collective.
Pourquoi? Parce que pour lui, c'est de l'injustice, etc. Donc, il réagit à l'injustice. Donc, il va aller à l'autre extrême. Mais il ne s'individualise pas quand il fait ça dans un sens. Réellement, c'est individualisé. Il réagit au collectif. C'est pas la même chose. Il est encore lié au collectif. C'est un peu comme l'amour, la haine. Il est encore lié au collectif, mais à travers la haine. À travers le négatif. Alors, tandis qu'une personne qui s'individualise, qui voit le poteau rose, qui est capable d'observer le poteau rose, autrement dit la mécanique, qu'est-ce qui se passe, à ce moment-là, ce n'est pas une rébellion comme telle. C'est une opposition à vivre ça, c'est évident, mais c'est parce qu'il est en mesure d'observer le phénomène. Donc, il est scient du phénomène. Donc, il peut interférer lorsqu'il a des automatismes à supporter le phénomène collectif. C'est comme ça qu'il va arriver à se désevrer de la conscience collective ou l'influence de la conscience collective. Donc pour en être libre, pour être libre de ce collectif-là, on est obligé de passer par l'expérience, de comprendre comment ça fonctionne et en quoi on est prisonnier un petit peu de cette conscience, c'est ça? Absolument, oui. Absolument. Si une personne ne prend pas... ça prend une prise de conscience à un moment donné. Autrement dit, la prise de conscience se fait habituellement à travers un contact avec une personne qui est déjà libre, qui est déjà individualisée. C'est difficile, la personne va avoir tendance à le vivre de façon psychologique, à se rebeller de façon psychologique. Donc, lorsqu'elle rencontre une personne qui a vécu le processus d'individualisation, à ce moment-là, ou de sevrage au collectif, à ce moment-là, elle va avoir une certaine influence collective, c'est évident, mais qui va être créative pour elle. Mais le reste, c'est elle qui va vivre l'expérience. Autrement dit, c'est elle qui va développer sa capacité d'observation. D'ailleurs, dans les consultations, c'est exactement ce qui se passe. C'est que la personne va vivre l'expérience d'observation multidimensionnelle à travers l'expérience en interface avec l'autre personne et va absorber cette expérience-là et par la suite, plus elle a la capacité de l'absorber sans l'intellectualiser, à ce moment-là, elle va vivre l'expérience par elle-même d'observation multidimensionnelle et dans sa vie de tous les jours, et c'est comme ça qu'elle va le développer réellement. Voyez-vous? C'est pas seulement l'influence de l'interface, voyez-vous, qui fait tout le travail. C'est ce qui amorce le travail. Mais le reste, c'est l'individu qui doit faire le travail. Beaucoup d'individus qui sont en contact avec cette réalité-là, qui croient ou qui sont dans l'illusion que tout se fait par l'influence. Mais c'est pas de cette façon-là que ça fonctionne. Voyez-vous? Oui, a priori, c'est comme apprendre un langage. A priori, vous allez absorber le langage, vous allez absorber l'information, mais par la suite, il faut que vous le parliez quelque part. Il faut que vous soyez en interaction avec un autre langage et vous passez à l'action de parler, d'écouter, l'interaction, de communiquer pour absorber, apprendre le langage. Il faut que vous viviez cette expérience-là. Et l'expérience d'observation multidimensionnelle, dans votre vie de tous les jours, c'est l'équivalent. Il y a de la communication là, entre vous et le système et la réalité. Donc, vous allez chercher l'information à ce moment-là. C'est évident, puisque vous êtes en observation, vous êtes en mesure d'observer. Vous observez quoi? Vous observez quelque chose, une réalité. Donc, vous recevez de l'information par vous-même à ce moment-là. C'est là que ça commence.
C'est cette expérience-là qui doit être répétée pour que l'individu en arrive à absorber de plus en plus facilement l'information qui a toujours été là, finalement. Voyez-vous? Donc, le collectif fonctionne une fois qu'il y a des individus qui se libèrent du collectif, il se forme un autre collectif, mais à base de l'individu. Voyez-vous? Où l'influence collective n'a pas d'incidence sur l'individu. Le collectif sert l'individu à ce moment-là. Tandis que de l'autre façon, ça dessert l'individu. Ça peut lui servir jusqu'à un certain point ou lui donner l'illusion que ça peut lui servir, mais dans le fond, ça le dessert fondamentalement au niveau de son individualité ou au niveau du développement de son individualité ou de son autorité. Autrement dit, sans le collectif, il est mort. Il peut pas, c'est difficile pour lui de se manifester. Mm-hmm. Donc on pourrait dire en fait qu'une personne qui cherche à vivre cette expérience d'observation multidimensionnelle a besoin de toute manière de quelqu'un, d'être en interaction avec quelqu'un pour en arriver à évoluer, et, en fait être créatif dans son développement. Oui, par la suite, oui. Une fois éveillée, elle va vouloir être en interaction avec d'autres personnes éveillées pour créer, justement. Ça va être plus facile de communiquer, ça va être plus facile de créer, ça va être plus facile, tout va être plus facile. Tandis que si elle côtoie des personnes qui sont influencées par le collectif, ça ne sera pas facile. C'est évident. À cause de toutes sortes de raisons. Hein? Ne serait-ce que le besoin de se valoriser continuellement, là, qui vient interférer. Le côté territorial, etc., etc., le côté de toute l'insécurité de l'individu. C'est ça le problème qui va créer des problématiques de communication, etc., de créativité aussi. Donc les choses sont plus difficiles à aboutir, à coucher. Ça devient fatigant, ça crée des tensions. Tandis qu'avec des personnes qui sont individualisées ou plus individualisées, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des choses, mais la communication est plus facile. On s'explique, même si on a des opinions différentes, on s'explique, on parle, on informe, et à ce moment-là, il y a un échange, il y a un respect mutuel. Parce qu'on connaît le principe, le processus créatif. C'est pas quand c'est parfait tout le temps là, que c'est créatif, c'est quand il y a des différends des fois. Mais lorsqu'on résout ces différends-là, c'est là qu'il sort une autre forme de créativité. À partir de 2 ou 3 individus. Plus il y a d'individus, plus c'est difficile. Plus une personne doit être dans son autorité, moins d'insécurité. Donc, à ce moment-là, il y a un pôle de plusieurs personnes. 2 têtes valent mieux qu'une. Au niveau créatif, c'est la même chose. Est-ce que le fait que les individus sont assujettis un petit peu, on peut dire à leur côté émotionnel, connecté au groupe, est-ce que c'est ça en fait, c'est cet aspect émotionnel de la conscience psychologique qui bloque la créativité entre les individus et qui crée des conflits? Tout le temps. Tout le temps. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est pas de cette façon-là que ça fonctionne. C'est pas dans cette prémisse-là. C'est pas cette prémisse-là de conscience ou d'action ou de pensée qui va régler le problème. Au contraire, ça crée le problème de communication. Alors? Oui. Donc quand une personne s'individualise, automatiquement, je veux dire par rapport au côté émotionnel en lien avec le groupe, automatiquement il
il réduit les conflits qu'il a avec son entourage de manière naturelle, quoi. Ça se fait tout seul. Ouais. Plus. C'est une résultante, quoi, je veux dire. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. À ce moment-là, le collectif sert. Bon? Quand il y a des individus qui sont capables de communiquer ensemble, le collectif sert. Lorsque les individus ont de la difficulté à communiquer ensemble à cause du lien avec le collectif, ça les dessert individuellement. Il y a des tensions, etc. Trop. Puis, il n'y a pas de façon de les régler. C'est difficile de régler des problèmes. Quelqu'un qui ne veut pas régler le problème, qui n'a pas aucune volonté à régler le problème, excepté sa façon à elle ou à lui. Voyez-vous? À ce moment-là, le collectif ou le lien avec le collectif dessert l'individu, joue contre l'individu, conspire contre l'individu. Tandis que lorsqu'on a affaire à des individus qui sont éveillés, qui ont vécu l'expérience, là, ça sert l'individu. Le collectif sert l'individu. Autrement dit, le lien entre les individus sert les individus. C'est ça que ça veut dire. C'est bon? Donc, il n'y a pas d'influence d'idéologie collective. Tandis qu'au niveau psychologique, c'est l'influence de l'idéologie collective, finalement, à tous les niveaux, moral, etc., qui joue contre l'individu. Si l'individu essaie de sortir de la boîte de cette influence, c'est difficile pour lui parce qu'il va se faire pointer du doigt très facilement. Puis pas à peu près. Par certains individus qui sont encore plus ancrés ou assujettis au collectif. Puis ça va être totalement inconscient. La personne va parler, va agir en conséquence et sans être conscient de ce qui se passe. Donc il va juger l'autre, il va lui dire des choses pour l'empêcher d'agir autrement. Ou s'il agit autrement, non, ça va pas, ça. Puis il en est totalement inconscient. Donc, il devient un agent. L'individu, au niveau psychologique, l'individu est un agent du collectif. Tandis qu'au niveau d'individus éveillés, les individus ne sont pas des agents du collectif de la même façon. C'est bon? Ils sont des agents du système, de la réalité du système. Pas pareil. Il n'y a pas d'idéologie là-dedans. Il y a une façon de fonctionner, c'est tout. Ajusté individuellement dans chaque individu. C'est ça la force. Chaque individu est ajusté à la réalité systémique. C'est comme une pyramide, une pierre, une autre pierre, c'est solide. Ça supporte. Mais consciemment différent. Tandis qu'au niveau collectif, au niveau psychologique, tout est inconscient. C'est le même principe dans un sens, mais inconscient. La force collective, c'est ça. C'est chaque individu qui supporte le collectif. Sans le savoir, inconsciemment. Quand chez des gens éveillés, c'est conscient. Pas pareil. Oui, et quand vous voulez dire que la conscience de groupe, ce qui supporte la conscience de groupe, c'est la sécurité, est-ce que ça signifie que ce qui soutient les actions du groupe et l'état de conscience du groupe, c'est la sécurité, justement? Oui, tout le temps. Ouais. Donc les individus se dirigent dans la direction qui les sécurise le plus, c'est ça? Oui.
Exactement. Donc c'est totalement inconscient. Oui, totalement inconscient. Tandis que chez des gens individualisés, c'est conscient. Mais ce n'est pas par insécurité, c'est un besoin de se sécuriser créativement, à tous les niveaux. C'est un besoin de se sortir de la survie. Donc, de se sécuriser en rapport avec la survie en général. Voyez-vous? Qui va faire que des gens vont collaborer ensemble. Voyez-vous? Pas des concepts spirituels. Voyez-vous? Concept spirituel, c'est pas fort comparé à ça. Tandis que là, c'est le besoin de se sécuriser en rapport avec la survie. Autrement dit, pour être en mesure de survivre dans le sens créatif, etc. Nos besoins fondamentaux. Voyez-vous? Donc, elle va préférer, au lieu d'être seule, elle va préférer être en collaboration avec d'autres personnes. Voyez-vous? Et à ce moment-là, ben, c'est plus facile de survivre ou de remédier oui, aux besoins fondamentaux qu'on a. Au lieu de travailler à la sueur de notre front, tout le temps, dans tout, là, finalement. Que ce soit pénible dans n'importe quoi, que ce soit les relations en général, ou à tous les niveaux. Oui, donc pour une personne dite éveillée, ce qui va la motiver, c'est de répondre aux besoins fondamentaux et non plus à toute l'insécurité qui soutenait son ancienne conscience. C'est bien ça? Exact, ouais. Inconsciemment. Inconsciemment. Mais comment on en arrive à ce point-là? Parce qu'il y a quand même un long processus pour en arriver là. Mais par quoi ça passe réellement? Justement, de shifter entre l'insécurité collective et être vraiment dans répondre à ses besoins fondamentaux. OK. Ça prend une prédisposition à vivre un processus comme ça, ou à vivre ou à shifter dans le sens de passer ou à transmuter d'une conscience à une autre. C'est lorsqu'un individu a fait pas mal le tour de son jardin, de sa conscience psychologique, et il est dans une impasse. Il réalise, il est suffisamment intelligent pour réaliser qu'il est dans une impasse, qu'il n'a pas de solution pour s'en sortir. À ce moment-là, il va réaliser son ignorance. Parce que c'est par ignorance, il ignore quelque chose. Okay? À ce moment-là, ben, une fois qu'il accepte ça, là, à ce moment-là, cette ignorance-là, autrement dit, l'impasse, à ce moment-là, il est ouvert à autre chose. Et c'est le fait de cette ouverture-là qui va faire qu'il va rencontrer, il va entendre quelqu'un parler de cette réalité-là, qui va faire que ça va l'intéresser, parce qu'il va l'explorer. Et lorsqu'un individu qui est éveillé parle, il ne parle pas pour se faire croire. Il va parler pour informer. Et lorsqu'il est en interface avec une personne inconsciente, ou qui commence le processus d'évolution, à ce moment-là, il va toujours avertir la personne de faire attention ou lui-même va s'arranger pour que la personne, ou avertir la personne lorsqu'elle a tendance à croire les choses, au lieu de les expérimenter. Autrement dit, lorsqu'elle a tendance à intellectualiser les choses, les concepts, etc., au lieu de vivre l'expérience par elle-même. Vivre l'expérience d'observation. Si vous observez à travers l'observation d'une autre personne, c'est de la croyance. Quel que soit l'ajustement de cette personne-là. Mais si vous êtes en mesure d'absorber
cette observation multidimensionnelle de notre personne en interface, à ce moment-là, vous allez être en mesure, tranquillement, pas vite, de l'expérimenter par vous-même. C'est ça qui est important. C'est ça le but. Est-ce que c'est ça qui a bloqué un petit peu dans les religions? Il y a énormément de croyances, donc c'est soutenu par un réseau de croyances énorme. Est-ce que c'est ça qui a limité un petit peu l'avancement, on appelle ça spirituel, de ces individus qui y croient justement? Parce qu'ils croient en quoi, on ne sait pas exactement où ils vont, mais ils n'ont pas d'expérience. Et c'est soutenu par de la croyance, donc comment ils vont s'en sortir, quoi? Donc, c'est soutenu par un manque d'individualité, un manque d'observation individuelle. Voyez-vous? Autrement dit, un manque d'observation multidimensionnelle. Parce que si vous observez de façon psychologique, vous pouvez accepter les concepts qui sont déjà préétablis par le collectif, justement. C'est quelque chose, là, les croyances religieuses, etc. Là. Quand tout votre environnement croit, puis va à la messe, etc., votre mère vous amène quand vous êtes très petit à la messe, vous êtes impressionné, là, etc. Ça a une très grande influence sur l'individu. Que c'est pas facile pour l'individu de se séparer de ça. C'était quoi votre question déjà? J'ai oublié votre question. Oui, c'est une personne qui est dans l'église, dans une religion, en fait. Comment elle va arriver à se dégager de cette influence, puisqu'elle est englobée dans des croyances. Ouais. Et elle a l'impression que la croyance suffit, justement, j'ai l'impression. Donc comment elle va se dégager de cette impression-là, justement? Elle peut pas. Elle est prisonnière de ça. C'est seulement quand elle va en souffrir suffisamment, là, lorsqu'il va y avoir ce conflit entre son besoin individuel fondamental, sa propre autorité, autrement dit, vivre ses besoins fondamentaux, et contre l'autorité collective, ce que l'autorité collective essaie de lui dicter de vivre, qui contredit ses besoins fondamentaux la plupart du temps. Elle va? À ce moment-là, ben, elle va vivre un conflit, une souffrance. Si elle est suffisamment évoluée dans son évolution, si vous voulez, s'il y a suffisamment d'expérience, à ce moment-là, ben, elle va chercher pour trouver une solution. Alors, elle va écouter, elle va lire, elle va essayer de se renseigner, elle va essayer d'aller chercher de l'information. Et lorsqu'elle aurait fait le tour de tout ce qui existe, ou ce qui a existé, ben à ce moment-là, si elle rencontre une personne qui parle différemment, qui ne se base pas sur la mémoire ancienne, qui a vécu une expérience totalement différente, à ce moment-là, ben, ça va résonner avec elle. Mais c'est seulement lorsqu'elle va être en mesure de faire un saut, un leap of faith, qui appelle un saut de foi dans le vide, finalement. Autrement dit, elle va vivre l'expérience, elle va se laisser aller à vivre l'expérience, elle va finalement le savoir. Tant qu'elle ne vit pas l'expérience, elle ne peut pas le savoir. Il faut qu'elle fasse un saut quantique, si vous voulez. Un saut dans le vide. Oui, donc ce que vous dites, c'est que tant que l'on est plein de croyances, on ne peut pas se remplir de sa propre expérience, c'est ça? C'est ça. C'est ça le problème. Puis vous allez souffrir parce que vos besoins fondamentaux vont continuellement aller à l'encontre de l'influence collective. Quelle que soit la culture dans laquelle vous vivez, il y a des cultures c'est encore pire là, que d'autres. Les restrictions sont encore plus grandes. Alors, les gens souffrent de ça. Même s'ils s'assujettissent, même s'ils acceptent ça, à un moment donné, dans leur vie, ils en souffrent. Ils peuvent en souffrir tous les jours un petit peu plus, un petit peu plus. Il leur manque quelque chose.
Ils ont de la difficulté à résoudre certains problèmes qu'ils vivent. À ce moment-là, ils vont avoir les oreilles pour entendre et les yeux pour voir. Lorsque la tension est suffisamment grande. Oui, c'est un petit peu comme si, à travers les expériences de souffrance, il y avait une sorte de maturité qui se mettait en place. Ouais. Une fatalité, là. Dans le sens, j'ai fait le tour, là. Je ne sais plus, là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais la personne, puis elle a été voir plein de choses, là, plein de solutions, mais ça revient tout à la même chose. Des attitudes, la plupart du temps, c'est des attitudes psychologiques. T'sais, les gens ils croient que simplement par leur volonté, par leur attitude psychologique, tout va arriver. C'est pas de même que ça fonctionne. La pensée magique, c'est pas ça la pensée magique. La pensée magique, ça s'accumule couche par couche. C'est l'expérience, c'est savoir que c'est à travers l'expérience. C'est ça la pensée magique. C'est magique. C'est une libération, savoir ça. Mais tant qu'on ne peut pas le mettre en pratique, on ne peut pas le savoir. C'est une libération, savoir le système, savoir comment ça fonctionne. Lorsqu'on l'applique. Oui, donc plus on est ajusté à ce système-là, moins il y a de conflits justement avec ce système, c'est bien ça? On s'ajuste, on souffre moins du système. C'est ça, moins il y a de conflits, exactement. Ouais. Parce qu'on se libère du collectif, on se libère de quoi finalement? De l'ancienne conscience. La conscience qui est ignorante finalement du système. Qui a toujours intuité le système. C'est quoi cette conscience-là? C'est la conscience involutive de l'âme. Ça a toujours intuité le système, mais ça n'a jamais pu l'observer réellement dans sa dimension. Hein? Alors qu'est-ce qui manque justement à cette conscience collective? Il manque l'expérience d'une conscience réelle. Il manque l'expérience d'une conscience individualisée. Puis ça fait tout pour pas que l'homme s'individualise. Un tour de force, là. S'individualiser, là, se libérer de cette conscience collective-là, ou l'influence, c'est un tour de force. C'est évident. Pourquoi? Parce que l'individu s'identifie à ça. Son identité fait partie, ou la conscience collective fait partie de son identité. Il n'en est pas conscient, mais c'est ça pareil. Alors, il va se couper de l'influence collective quand c'est son identité? Je pense pas, moi. Donc, il y a une très grande résistance. Donc, pourquoi? Parce qu'il ignore ce qui se passe. Alors, il ne peut pas avoir la volonté de s'en sortir tout seul. Il est prisonnier. Même s'il essaie de s'en sortir, il va avoir beaucoup de difficultés. Il va souffrir beaucoup. Est-ce que l'individu s'identifie au groupe, justement parce que ça le sécurise de se sentir soutenu par toutes les consciences qui composent ce groupe-là, justement? C'est ça. Ouais. C'est ça le problème. Il se sent en puissance. Mais il se sent en puissance, mais ce n'est pas sa propre puissance individuelle. C'est la puissance du groupe. Il n'y a aucune puissance individuelle. Sa puissance sert le collectif. Passe par le collectif. Puis il y a un retour, où il y a une volonté,
Mais c'est une volonté qui supporte le collectif tout le temps. En autant que l'individu supporte le collectif, ça va. S'il bifurque, oh là là. Premièrement, il va avoir des doutes lui-même. Il est son pire ennemi. Sans parler des agents d'autres individus qui supportent presque à 100% le collectif, là, qui vont tout faire pour pas qu'il bifurque. Regardez dans les religions, c'est ça qui se passe. Tout est forcé. Hein? Regardez l'Inquisition. On parle de forcer les choses. Hein? Tu te convertis, on te brûle. Ou on te torture jusqu'à temps que tu t'admettes, whatever. Ça, c'est le comble. C'est toujours forcé. Au niveau psychologique, les choses sont toujours forcées. Tout le temps. Et donc plus les mœurs des civilisations étaient violentes, moins il y avait cette possibilité justement de se dégager de cette influence qui devait être énorme. Ouais, exactement. Donc il s'agissait d'en arriver à un temps où il y a moins cette pression justement, il y a moins ce danger-là qui était sous-jacent. Exactement, ouais. Surtout dans les civilisations patriarcales. Dans les civilisations matriarcales, c'est un peu différent, parce que la femme est plus intuitive, elle est plus comme ajustée à la réalité systémique inconsciemment. C'est elle qui donne naissance, etc. Beaucoup plus près de la nature, de sa nature, la femme. C'est pour ça d'ailleurs que l'homme le restreint dans ses actions, etc. Il en avait peur, dans un sens. Regardez ce qu'ils ont fait pendant l'Inquisition. Ils brûlaient les sages-femmes. Ils disaient que c'était des sorcières. Les sages-femmes, c'était les femmes qui aidaient à l'accouchement, qui aidaient à limiter les naissances. Autrement dit, ils étaient comme des alchimistes. Ils donnaient des potions, par exemple, pour pas que, si la femme ne voulait pas avoir d'enfants, ces autres, c'était les apothicaires du temps. Ils savaient beaucoup de choses, puis ils se transmettaient ça. Pendant l'Inquisition, ils ont toutes brûlé. La plupart. Parce que ça s'est perdu, ça. Oui, c'est là qu'on voit que le pouvoir en place, principalement patriarcal, est très très insécurisé, puisque pour en arriver à ces actes-là, ouais. Vraiment avoir très peur du changement et de... Ouais. Plus les tribus étaient nomades, okay, qui avaient besoin de conquérir d'autres territoires, okay, c'était les hommes qui se battaient, là. Donc ils imposaient leur autorité sur des civilisations matriarcales. Même si eux, ils provenaient de civilisations matriarcales, le fait qu'ils faisaient la guerre, ça changeait tout, là. C'est eux autres qui menaient le show, là, c'est eux autres qui décidaient. Parce qu'il y avait le droit de vie ou de mort, là. Fait que, lorsqu'ils conquéraient une société matriarcale, il y en avait beaucoup dans ce temps-là, à ce moment-là, ils imposaient leur concept. Donc, c'est ça qui a développé, qui a altéré, qui a transmuté un peu plus la conscience collective des gens, des civilisations. Les gens, dans le fond, dans des sociétés matriarcales, ils étaient beaucoup plus ajustés à la réalité systémique. Inconsciemment, je suis d'accord. Ça va très loin, cette affaire-là. Oui, donc c'est toutes les sociétés patriarcales, plus ou moins, qui ont resserré l'étau du collectif sur la conscience individuelle. Ouais.
C'est un mélange. Là. Tu sais, dans toute société, même matriarcale, il y a une imposition. C'est vécu de façon psychologique. Mais dans les sociétés matriarcales, il y a un peu moins d'imposition que dans les sociétés patriarcales, à cause du phénomène de guerre, puis de conquérir. Utiliser la force brute. Que quand ça marche, quand ça fonctionne, ça, pourquoi le lâcher, hein? T'sais? On impose. Ah, tu veux pas ça? On te tranche la tête. T'sais? Tu abdiques ou on te tranche la tête? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous convertir à la culture de l'autre, de celui qui est conquérant. Hein? Oui, donc c'était un petit peu l'arme ultime, la violence contre l'individualité. C'est ça, c'est encore ça aujourd'hui. C'est plus subtil, mais c'est encore ça. Les pays entre eux, un pays c'est un individu dans un sens. C'est un collectif, mais il y a des concepts différents, des façons de fonctionner différentes, qui imposent à d'autres, qui essaient d'imposer à d'autres. Si les autres ne se défendaient pas, à ce moment-là, ils s'imposaient très facilement. Il y a l'influence aussi. Regardez l'influence, par exemple, de l'Ouest, les États-Unis, par exemple, dans le monde entier, à cause de l'Internet, à cause de la télévision, à cause de toutes ces choses-là. C'est une façon subtile d'imposer, là. Par influence. On impose des modes, etc. Des façons de penser, etc. Les gens ne sont pas conscients de ça. C'est tout la conscience collective à l'œuvre, ça. Ou les concepts, les façons de vivre, le lifestyle collectif, involutif, qui est imposé. Pas facile là, pour un individu de ne pas se laisser influencer par ses amis, par son environnement. Oui, d'autant plus qu'on est lié justement dans ce rapport d'insécurité avec eux. Oui. Parce qu'on a peur d'être seul. Ça revient à l'enfant qui est seul, qui est en danger de mort s'il se sent abandonné par ses parents ou rejeté par ses parents. Il vit la panique totale. Bon, ben, l'adulte vit exactement la même chose parce que la mémoire de son n'a pas évolué. Fait que vivre par lui-même, dans son individualité, dans sa volonté, c'est difficile. Il y a un blocage à cause qu'il a peur, il vit de l'insécurité. À supporter son individualité. Voyez-vous comment ça fonctionne? Que c'est pas évident. Surtout quand une personne est assujettie à des programmes d'abandon de toutes sortes, là, des automatismes. C'est pas facile de voir à travers ça. Pour que l'individu en ait une bonne idée, il faut qu'il sache comment ça fonctionne, puis qu'il commence à vivre l'expérience opposée à ça. C'est sa propre expérience opposée à ça qui va faire le travail. Pas autre chose. Il peut se faire ajuster, il peut pratiquer ou être en interface avec une personne éveillée, mais c'est lui finalement, au final, qui fait le travail. Puis s'il commence à faire le travail, tranquillement, pas vite, en interface avec quelqu'un, à ce moment-là, ça va beaucoup plus rapidement. Voyez-vous?
Et donc c'est un petit peu comme se rebeller contre un système qui n'est pas ajusté pour s'ajuster au réel. Donc C'est ça. on est soutenu après, plus tard, par le réel. On peut se référer C'est pas tellement au système. c'est pas tellement se rebeller comme voir à travers la trame, la matrice collective, justement, puis s'en libérer de ça. Savoir que c'est ça qui nous empêche d'être, c'est ça qui crée notre souffrance, finalement, fondamentalement. Hein? La conscience dans laquelle à laquelle on adhère, à la, que l'on manifeste, finalement, à notre insu, là. Le lien avec le collectif, c'est évident. Tout ça, ça soutient. Là. On est programmé pour ça. Pourquoi? Parce qu'on a répété ça continuellement. On ne connaît pas autre chose. Alors? Donc, ça prend une intervention quelconque. Alors? Là, ce qu'il y a, c'était plusieurs interventions. La première intervention, c'est le conflit. Trop puissant. L'individu veut s'en sortir du conflit à tout prix. Donc, il est prêt à laisser tomber ça, à accepter cette réalité-là. C'est pas facile d'accepter cette réalité-là, c'est ça le problème. Donc, lorsqu'il souffre assez, il est prêt à accepter cette réalité-là. Quelle réalité? La réalité qui est manipulée par une conscience collective. La réalité qui n'a pas de volonté propre, qui n'est pas libre. L'illusion du libre arbitre. Comment peut-on avoir un libre arbitre si on est assujetti à du collectif comme ça, à une conscience collective? Si on est assujetti à des programmes, à des automatismes, où est notre liberté là-dedans? Il n'y en a pas. Notre seule liberté, c'est de prendre conscience de ce qui se passe. Parce que les programmes, ils sont là, ils vont toujours être là. On a besoin des programmes, mais on n'a pas besoin de ce genre de programme-là qui nous empêche d'être dans notre autorité. Donc, on doit avoir un certain pouvoir sur la programmation. On doit être en mesure d'intervenir sur certaines programmations et pouvoir en créer d'autres. Mais si on ne connaît pas le système, on ne peut pas le faire. On ne peut rien faire. On tourne en rond. On ne veut pas accepter ça, c'est évident. Parce que le collectif n'accepte pas ça. Le collectif a d'autres façons, d'autres croyances. Donc nous, les individus, ils croient ça. Parce que c'est le collectif qui les sécurise. Voyez-vous? Que c'est un cercle vicieux, là. Ça finit plus. C'est vraiment une idéologie collective imposée. Ah ouais. Sans que l'individu sache, en plus. C'est parfait. Il n'y a rien de mieux. Voyez-vous? Puis l'individu ne peut pas le savoir tant qu'il n'est pas informé là-dessus. C'est le pire. Il peut l'intuiter, il peut faire beaucoup de choses, mais tant qu'il n'est pas informé, qu'il ne commence pas à être informé sur la nature réelle, comment ça fonctionne toute cette affaire-là, qu'est-ce que c'est, etc., il n'y a aucune chance de s'en libérer. Ça commence par l'information, la prise de conscience et ensuite l'expérience. Mais la prise de conscience et l'information, ce n'est pas suffisant sans l'expérience. Ça prend l'expérience par la suite. Individuelle. Autonome. Oui, donc c'est pas un développement qui est vraiment intuitif, à premier abord. Non. Ça va à l'opposé. Ouais.
c'est de transformer la capacité intuitive en une capacité d'observation multidimensionnelle. Autrement dit, c'est de se servir de notre capacité intellectuelle d'une façon différente et décoder la capacité intuitive. Ce que les gens appellent la capacité intuitive, c'est la capacité d'observation multidimensionnelle, mais observée ou vécue de façon psychologique. Voyez-vous? Alors, comment avoir une idée claire de quelque chose qui est intuitif lorsqu'on ne connaît pas la mécanique? On ne peut pas. On peut l'intuiter, on le sent, mais on peut interpréter ça très facilement. C'est ça de la voyance. La voyance, si le temps est exact, la forme est différente, est erronée. Si la forme est exacte, le temps est erroné. On peut pas avoir les deux. Puis même la forme, là, puis le temps, il y a des jeux là-dedans. Faut pas se leurrer, là. C'est quoi de la voyance? C'est le côté intuitif plus développé. Mais ça prend le côté intellectuel qui interprète ça. Mais même là, la personne se fait manipuler facilement. Comment se fait qu'un voyant ne peut pas voir pour lui? Il peut voir pour les autres, mais pas pour lui. Oui, donc il ne gagne pas en expérience de sa propre expérience, justement. C'est ça. Il n'y a pas le droit, comme. Parce qu'une personne qui est individualisée, lorsqu'elle voit quelque chose, la même chose, elle sait qu'est-ce que c'est, elle peut l'utiliser, elle l'utilise surtout pour elle, justement. Elle est centrée. Tandis qu'une personne qui fonctionne de façon psychologique, elle est décentrée. Elle veut tout le temps aider les autres, excepté elle. Même si elle a des dons ou certains pouvoirs ou certaines puissances d'observer, parce que la voyance, c'est un peu ça. Hein? S'en sert pour les autres. Pour une reconnaissance collective, tout le temps. Oui, donc pour se sécuriser. Ouais. Pour se donner une identité. Pour avoir un petit bout de plus d'identité. À quel prix? Vraiment? Tandis qu'une personne qui se libère du collectif, elle se centre, elle est dans son autorité. C'est ça, se centrer. Donc, elle développe son identité, son individualité. À ce moment-là, lorsqu'elle observe quelque chose, c'est clair, elle peut s'en servir. Ça ne sert qu'à ça. Et si elle est en mesure de s'en servir, ça va servir aux autres. Elle ne va pas s'occuper des autres. Parce qu'elle va servir d'exemple aux autres. Voyez-vous? Oui, donc ça devient une question d'influence et de résultante. Ouais, elle rayonne ça. Elle rayonne cette réalité-là. Parce qu'elle la vit. C'est beaucoup plus puissant. Elle n'a pas à s'occuper des autres. Elle le fait pour elle. Ça sert les autres. Quand je parle, moi, avec une personne comme vous, ou d'autres personnes, même en consultation, ça me sert. Ça me sert à explorer.
Donc, ça me révèle des choses que je ne savais pas, que je sentais, que je savais qu'ils étaient là, mais que je n'avais pas besoin. Une personne qui est éveillée, elle sait tout sans rien savoir. Autrement dit, si elle veut savoir quelque chose, elle le parle. Elle l'explore à travers sa parole. Elle a juste commencé à en parler, puis l'explorer. That's it. Tout le monde a cette capacité-là. C'est une capacité créative. Mais il faut la développer. Il ne faut pas avoir peur d'être dans le vide. De ce qu'on ne sait pas, de ce qu'on n'est pas en mesure de conceptualiser, par exemple. Oui, donc en d'autres termes, une personne qui s'est éveillée a une expérience qui est suffisamment globale pour pouvoir parler c'est ça. Ouais. sur plusieurs dimensions, plusieurs niveaux. Ouais. Elle a une base solide. Ah. Puis elle expérimente cette réalité-là. Donc elle explore cette réalité-là. Devient intéressant à ce moment-là. Autant pour la personne qui parle que la personne qui écoute. Puis ça sert d'exemple à la personne qui écoute. Parce que lorsqu'une personne éveillée parle, elle observe au niveau multidimensionnel. Donc l'autre personne peut bénéficier de cette expérience-là. C'est une autre vibration, c'est une autre réalité. Donc, si elle est en mesure d'absorber cette réalité-là, cette expérience-là plutôt, à ce moment-là, elle va être éventuellement en mesure de le vivre par elle-même, l'observation multidimensionnelle. Comme j'expliquais plus tôt. C'est comme ça que ça fonctionne.